Salut, c'est Pauline de Lina. Vous êtes prêts ? On remonte le temps, en douceur, c'est promis. Bienvenue dans Madeleine, la plateforme de streaming où l'on appuie sur pause. Films, documentaires, pièces de théâtre, confidences sur le divan et des séries bien sûr, qui franchement n'ont pas pris une ride. Parker Lewis, le roi du cool et des chemises improbables. Drôle de dame version 70s, elles étaient trois, elles étaient belles, mais surtout très intelligentes. Je vous ai dit qu'on riait ? Le Père Noël est une ordure, une façon de réviser vos classiques, en famille bien sûr. Madeleine, c'est aussi des pièces de la comédie française. Je vous en souffle une, La Reine des Neiges, l'histoire oubliée. Côté patrimoine restauré, beaucoup de raretés qui brillent comme jamais. I Love Quincy Jones, un documentaire de 1981, jamais diffusé en intégralité. Le célèbre producteur de musique est entouré de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles et Sidney Poitier. Tout ça pour 2,99€ par mois, sans engagement sur tous vos écrans. Alors, vous venez ? À très vite sur madeleine.ina.fr. Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godbert. Le personnage de Perceval est cité parmi les chevaliers d'Arthur dès le premier roman arthurien de Chrétien III, Érec et Énide, écrit vers 1160. Mais il faut attendre le dernier roman de celui-ci, Perceval ou le Comte du Graal, pour découvrir réellement l'histoire de ce chevalier. Rédigé une vingtaine d'années plus tard, le roman est dédié au protecteur de Chrétien III, le comte Philippe d'Alsace, dit le comte de Flandre. Alors que les 4 précédents romans arthuriens de Chrétien III composent un cycle aventureux, Perceval ou le Comte du Graal prend une tournure mystique et traite de l'aventure spirituelle de Perceval et de sa quête de la mythique coupe. Dernier fils de Pélinore de Listenois, roi du pays de Galles, Perceval est tenu à distance de la chevalerie par sa mère après que son père et ses frères y aient trouvé la mort. Élevé dans la forêt galloise dans la plus grande solitude, il ne connaît ni les codes, ni les mœurs qui régissent les relations humaines. Jeune garçon naïf et pâteau, sa rencontre fortuite avec des chevaliers du roi Arthur scellera sa destinée. Le jeune homme se démarque des autres chevaliers de la table ronde par sa candeur et sa balourdise, mais on lui devine rapidement un destin exceptionnel. À son arrivée à la cour d'Arthur, une jeune fille qui n'avait pas ri depuis 6 ans s'esclaffe en le voyant et reconnaît en lui un chevalier que nul ne surpassera. Tout comme Lancelot avant lui, Perceval croise la route du Graal. Son histoire est un récit d'apprentissage, au cours duquel il acquiert progressivement les codes de la chevalerie. Le roman de Chrétien III est resté inachevé, mais de nombreux auteurs ont poursuivi son œuvre, en particulier Gerbert de Montreuil au XIIIe siècle, en y introduisant un sens étymologique au nom de Perceval. Perceval devient celui qui perce le Val, c'est-à-dire qui découvre le château caché du roi pêcheur, et perce ainsi le secret de sa propre histoire en même temps que celui du cortège du Graal. Mais n'anticipons pas et retournons sans tarder auprès de Perceval. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godbert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Bohor, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 20e émission, Perceval cherche sa mère.
Ami, si vous me promettez de m'écouter et de m'obéir comme à votre mère, dont vous parlez toujours, je vous ferai chevalier. Sinon, il vaut mieux que vous retourniez dans la forêt sauvage et que vous n'en sortiez plus. Bien, sire. Perceval dut convenir que Gornemance avait raison. 6 mois, il demeura auprès de lui, apprenant ce qu'il devait apprendre. Après quoi, Gornemance le fit chevalier, et Perceval prit congé pour aller revoir sa mère. En route, il s'hébergea en un château dont l'aspect désolé contrastait avec celui de Gornemance de Goreau. Dans la salle haute, il fut reçu par quelques chevaliers à la triste mine. C'est à peine s'ils eurent la force de relever la tête pour le saluer, puis ils s'entre-regardèrent sans mot dire. Perceval s'en étonna, mais suivant les conseils de sa mère que Gornemance lui avait renouvelés, il s'abstint de poser des questions. Alors entra une jeune fille très belle, mais pâle comme neige. Sire, vous venez de la part de Gornemance de Gorhaut. Oui, demoiselle. Sire, je suis la princesse Blanchefleur. Gornemance est mon oncle. Soyez le bienvenu. Et pardonnez-nous cet accueil. Comment êtes-vous parvenu jusqu'à nous? Demoiselle, j'ai vu des champs ravagés, des maisons ruinées, mais je n'ai rencontré personne. Demain, ils reviendront. C'en est fait de nous. C'en est fait de nous. Alors les larmes coulèrent sur les joues de la demoiselle et sur celles des chevaliers. Perceval regardait la princesse, ému de sa douleur et de sa beauté. Le front était haut et lisse, comme s'il fût ouvré dans l'ivoire ou le bois précieux, les sourcils bien dessinés, les yeux noirs et riants, le nez droit et ferme. En son visage luisait mieux le vermeil posé sur le blanc que le sinople sur l'argent, tant qu'à la fin Perceval se résolut à parler. Demoiselle, pourquoi pleurez-vous? Oh, sire, c'est que nous sommes assiégés par un chevalier très mauvais et très redoutable, qui a nom Clamait-de des Îles. Déjà, il a tué ou fait prisonnier la plupart de nos hommes simplement parce qu'il veut m'épouser. Et que moi, je ne le veux pas. À Dieu ne plaise qu'il vous épouse. Si vous le voulez, c'est moi qui vous épouserai. Sire, il est trop tard. Demain, Clamade viendra nous attaquer. Et comme nous ne pouvons plus lui résister, il faudra bien que je lui remette les clés du château et que j'en passe par sa volonté. Demoiselle, je ne le permettrai pas. Je provoquerai ce Clamadeux en combat singulier. S'il n'est pas un lâche, il acceptera. Sire, il vous tuera comme les autres. Je le tuerai. Je lui couperai la tête. Je lui arracherai le cœur, je vous le jure. Et c'est moi qui vous épouserai, si vous m'aimez. Sire, je vous aimerais bien, si j'avais le cœur à l'amour, car tout en vous paraît tel qu'on peut souhaiter, pour l'âme et pour le corps. Mais si vous tuez ce Clamadeux, assurément je vous aimerai. Oh,
Messire, vous devez avoir faim. Hélas, nous n'avons plus au château que 5 miches de pain et un barillet de vin cuit. Demoiselle, nous prendrons l'autel comme il est, et nous regarderons moins au repas qu'à celle qui le donne. Venez, sire. Jamais repas ne parut meilleur à Perceval, tant il avait de plaisir à contempler Blanchefleur, et tant il avait hâte de provoquer le sire Clamadeux. Ensuite, elle le conduit à la plus belle chambre du château. Sire, bonne nuit. Amie chère, vous êtes toute froide. Ce lit est assez large pour nous deux. Aujourd'hui, ne me quittez pas. Il la serre contre lui et la baise doucement. Puis, sous la couverture, il l'abrite gentiment. Et elle souffre qu'il la baise et ne croit pas qu'il lui en coûte. Ainsi, il repose toute la nuit, bouche à bouche, bras à bras. Et pour Blanchefleur, ce fut une grande consolation. Dès que le jour approche, il se vêt, il s'arme et descend à la poterne pour y recevoir Clamadeux, tandis que Blanchefleur dort encore, rêvant de fontaines et de vergers en fleurs. À moi, Clamadeux! Le soleil se lève, tourne doucement dans la chambre, et quand son rayon éclairant le visage de la princesse endormie vient à l'éveiller, Le voici, Clamadeux. Perceval entre en même temps, tenant à la main, comme il a promis, la tête du féroce Clamadeux. Blanchefleur croit qu'elle rêve encore, elle n'en peut croire ses yeux, mais Perceval jette la tête sanglante au pied du lit. Et Blanchefleur, émerveillée, toute nue comme elle est encore, saute hors de la couverture, se jette aux genoux de Perceval, et riant et pleurant de joie, étreint l'armure couverte de poussière et de sang. Ah, mon sauveur, mon bien-aimé, mon époux, mon cher époux. Ma douce, ma tendre amie. Ah, sire, je veux qu'aujourd'hui même nous fêtions et notre délivrance et les noces de Blanchefleur et de Perceval. Blanchefleur, il faut qu'auparavant j'aille saluer ma mère qui se languit de moi et que je lui annonce la bonne nouvelle. Comment? Vous voulez me quitter déjà? Non, pas. Tu ne m'aimes donc pas? Perceval! Perceval! Ami, séchez vos larmes. Je vous ai dit que je tuerais Clamadeux, et je l'ai tué. Je vous ai dit que je vous épouserais, et je vous épouserai. Plus vite je m'en irai, plus vite je serai revenu. Perceval s'en alla le matin même, et Blanchefleur fut triste de le voir partir. Perceval se dirigeait vers la forêt sauvage où était le manoir de sa mère. Il arriva au bord d'une rivière, de l'autre côté de laquelle commençait la forêt. Mais la rivière était large, et il ne trouvait ni pont ni quai. Il allait se décider de la traverser à la nage,
bien marri de devoir abandonner son cheval et ses armes, lorsqu'il vit arriver une barque sur laquelle étaient 2 hommes. L'un la dirigeait, l'autre, portant couronne, enveloppé d'un manteau de pourpre, étendu sur le plat-bord, pêchait à la ligne. Sachez que c'était le roi Pélès, qu'on appelait aussi le riche roi pêcheur, le maître du château de Corbénic, où seul, à ce jour, Monseigneur Lancelot avait eu accès. Sire! 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 Je voudrais traverser! Il n'y a pas de réponse. Pouvez-vous me faire Mais traverser? il semble que Perceval ait été entendu car la barque, doucement, vient à lui. Sire roi, pardonnez-moi si j'ose vous déranger dans votre pêche. Je dois voir ma mère qui habite de l'autre côté de cette rivière et je ne sais comment la traverser. Sire, vous pouvez monter à bord. Laissez là votre cheval. Vous le trouverez au retour. Perceval ne pense pas qu'un véritable roi puisse se promener dans une si pauvre barque pour y pêcher à la ligne. Il croit à un jeu, mais pour faire plaisir au vieil homme, il juge opportun d'y entrer à son tour. Sire, merci. Pour aujourd'hui, mon fils, ma pêche est terminée. J'ai pêché le poisson que je voulais pêcher. Sachez, sire, que vous êtes vous-même ce poisson. Notre dîner est assuré. Ah. Sire, où allons-nous? Pourquoi longez-vous la rive au lieu de traverser la rivière? Sire chevalier, n'ayez aucune inquiétude. Votre voyage peut attendre encore un jour. Perceval, tu es mon hôte pour cette nuit. Tu es attendu au château de Corbénic, où je suis roi. Roi pour de bon. Apaise-toi et laisse-toi mener. Bien, sire. Bientôt la rivière s'élargit. À voir la côte basse et sablonneuse qui peu à peu s'éloigne, il semble à Perceval que la mer est proche. Puis il voit apparaître au milieu de l'eau les tours d'un château vers lequel se dirige la barque, et il comprend qu'on ne lui a pas menti. Le château est grand et magnifique, et il est bâti sur une île. De tous côtés, ses remparts baignent dans l'eau. Ils accostent au bas d'un grand escalier de pierre où 4 écuyers, tous de blanc vêtus, les attendent. 2 d'entre eux viennent prendre le roi et le portent sur une civière. Vous autres, occupez-vous du chevalier que voici. Quand ce sera l'heure, vous l'amènerez pour le repas. Bien, sire. Par ici, chevalier. Ils conduisent Perceval au château, ils le désarment et le revêtent d'un manteau de soie écarlate, puis ils le laissent pour lui permettre de se reposer. Mais Perceval n'en a cure, tant il s'émerveille de tout ce qu'il voit. Ni le palais d'Arthur, ni le château de son maître Gornemance, ni celui de Blanchefleur, pour la grandeur, la richesse, la beauté, ne peuvent se comparer à celui-ci, qui semble être construit tout entier d'albâtre poli et transparente, aux voûtes finement ciselées, et serties d'un métal plus brillant que l'or pur, incrusté de turquoise et de saphir, tandis que le sol, carrelé d'ébène et d'ivoire, comme un précieux échiquier, est recouvert des plus rares tapis de la Perse. Les meubles sont aussi d'ébène, la table, les sièges et le lit. Et Perceval n'est pas moins surpris de voir parmi tant de merveilles que ce lit n'est recouvert que d'un drap de chanvre grossier comme était sa chemise avant qu'il ne fût chevalier. Venez, sire. Le roi vous Enfin, les écuyers viennent le chercher.
il trouve le roi, parmi ses chevaliers, étendu sur un lit, dans une grande salle carrée, devant un grand feu qui flambe clair dans une cheminée d'airain massif. À l'entrée de Perceval, les chevaliers se lèvent. Le roi fait effort pour se soulever un peu. Perceval approche. Perceval s'approche. Chevalier. S'agenouille. Pardonne-moi si je ne me lève pour te saluer. Sire, Dieu vous donne joie et santé. Merci. Debout, Perceval. Perceval se relève. Il voit un écuyer qui lui tend une épée au pommeau d'or, au fourreau d'or froid de Venise. Perceval, prends cette épée et ceins-la. Celle à qui tu es cher t'envoie ce présent. Sire, qu'elle en soit remerciée. Perceval se demande qui elle est. Il ne connaît d'autre femme que Blanchefleur ou sa mère. Mais il prend garde de poser des questions. Tire-la. Perceval la tire. Elle te va. La lame brille de grand éclat. Le soleil se couche. Il est couché. À table, chevalier. Deux chevaliers viennent chercher leur roi, le soutenant sous les bras. Ils l'amènent à la table qui déjà est mise et où brille la vaisselle d'or. Ils l'aident à s'asseoir, puis vont prendre leur place. Perceval à ma droite. Perceval se place à la droite du roi. Tous les chevaliers debout attendent. Alors entre la jeune fille si belle, tenant la coupe d'émeraude, et la suit l'écuyer à la lance. Elle vient poser la coupe sur la table. L'écuyer abaisse vers la coupe la pointe de la lance où la goutte de sang brille. Elle tombe dans la coupe. Et la grande lumière se fait, qui toute chose efface. Et quand elle s'en va, le repas est servi, le vin est versé dans les coupes, les torches sont allumées. La jeune fille et l'écuyer sont repartis avec la coupe et la lance. À Perceval le Gallois. À Perceval le Gallois. Je bois en ton honneur. Sire, merci. Je bois au vôtre et à celui des chevaliers ici présents. Et maintenant, chevalier, dites-nous comment vous vous défites du terrible Clamadeux. Eh bien, sire, voici comment les choses se sont passées. Il boit, et comme il boit, tout ce qu'il vient de voir lui paraît soudain aller de soi. On lui parle, on lui pose des questions auxquelles il répond de son mieux. Quant à lui, il ne s'enquiert de rien. Quand le repas est fini, le roi se fait emporter. Il souhaite bonne nuit à Perceval. Les chevaliers se retirent, et les écuyers ramènent Perceval dans sa chambre. À peine est-il étendu sur son lit qu'aussitôt il s'endort pour ne s'éveiller qu'au matin, couché dans l'herbe, à l'orée de la forêt sauvage. Ainsi a-t-il traversé la rivière. Il est déjà tout armé, son cheval à côté de lui, paix. Et du château, nulle trace. Alors lui viennent à l'esprit maintes questions. Elles se pressent en foule dans sa tête. Mais s'il voulait les poser, il n'y aurait personne pour y répondre. Un jour, pense-t-il, il reviendra au château et il saura. D'avoir été reçu avec tant d'honneur et quitté avec si peu d'égards, il conçoit quelque dépit, car Perceval n'a jamais aimé qu'on se moque de lui. Mais il se console en pensant que bientôt il va revoir sa mère. 3 jours, il chemine dans la forêt sauvage, où son étoile le guide. Voici qu'il reconnaît les arbres. Il reconnaît les rochers derrière lesquels maintes fois il s'est caché, enfant, pour guetter les biches, les cerfs et les sangliers.
Il arrive dans la vallée, et son cœur bondit de joie. Toutefois, il s'étonne de voir les champs en friche. Quand il arrive au manoir, il trouve le jardin à l'abandon. La broussaille a envahi le chemin. Personne ne vient à sa rencontre. Il pousse la porte. Seul l'accueille l'écho de ses pas, dans les salles ombreuses où déjà se hasardent le lierre et la ronce. Mère? Mère? Seul répond à sa voix le vol effrayé de la chouette qui s'enfuit par la vitre cassée. Mère! Elle n'est pas là, sa mère. Il faut le croire. Perceval ressort du manoir. Sur le perron, le doux automne balaye les premières feuilles mortes. Et tandis que le soleil, au bout de l'allée, déjà se couche, du fond de l'âme de Perceval, le pâle effroi se lève. Il court aux fermes voisines. Oh là, oh là! Quelqu'un! Oh là, oh là! Vilain! Quelqu'un! C'est moi! Perceval! Là non plus, personne ne répond. Personne. Mère! Personne ne vient que l'ombre du soir. Mère! Dame, dame, s'il vous plaît, dame. Qui es-tu, chevalier? Je suis Perceval. Perceval. Je cherche ma mère qui habitait ici. Me reconnais-tu? Que viens-tu faire ici? Ma tante. Quelle chance! De grâce, vite, dites-moi des nouvelles de ma mère. Ta mère! Ta mère! Ma tante, pourquoi riez-vous? Eh bien, si tu veux le savoir, suis-nous. Nous nous rendons au cimetière où tous les soirs nous allons prier pour les âmes des morts. Au cimetière? Je te montrerai sa tombe. Sa tombe? Ah non. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Le cœur glacé, Perceval les suit au cimetière. Et là, la nonne le mène jusqu'à la tombe où le nom de sa mère est gravé dans la pierre. C'est là qu'elle repose. Un bon moment, il ne veut le croire. Puis il s'affaisse sur la dalle froide et il pleure.